les organisations syndicales, elles sont ce que le fétichisme de la marchandise en fait. C'est-à-dire que comprendre le spectacle totalitaire de la dictature démocratique de la marchandise, c'est comprendre que le capital ne légalise et n'accepte que ce qui le renforce. Les syndicats, avant la loi de 1894... La loi Le Chapelier. Non, ça c'est la loi Valdez-Crousseau. Voilà. Valdez-Crousseau, c'était le Chapelier qui interdisait le capital a empêché la formalisation des syndicats quand dans cette toute petite phase première, il y avait un contenu subversif qui pouvait encore s'y exprimer parce que le capital n'avait pas encore réalisé son hégémonie. À partir du moment où le capital a légalisé les syndicats, il les a légalisés parce que quand il légalise quelque chose, il le légalise toujours comme métamorphose de sa propre substance. Et le syndicat, dès lors qu'il est légalisé à la fin du XIXe siècle, devient un appareil capitaliste de contrôle des masses, c'est-à-dire que l'objet du syndicat, c'est de vendre la force de travail à son prix le plus acceptable. C'est-à-dire que ça devient un rouage de la mécanique capitaliste, puisque la défense réformiste du prolétariat permet au capital de se moderniser. Il y a donc un jeu entre le capital et le travail et le capital dans une implication réciproque, vivent l'un de l'autre, dans une formalisation toujours plus modernisée du capital et du travail. Donc, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, la crise révolutionnaire qui va découler de la crise sociale sera une crise de cette implication réciproque. La crise révolutionnaire, c'est le moment où l'implication réciproque, capital-travail, ne peuvent plus combiner leurs effets et leurs interpénétrations de reproduction. Donc, depuis 14, moment où tous les syndicats d'Europe ont appelé à la grande boucherie à l'union sacrée, depuis 39-45, où les syndicats ont appelé à la deuxième grande boucherie et à l'union sacrée reconduite, nous savons tous que les syndicats sont des agents de la contre-révolution au milieu ouvrier. Alors, il y a à la base, de temps en temps, des mouvements qui sortent. Mais chaque fois qu'un mouvement radical émerge, on l'a vu en 68 avec le mouvement pour le maintien des occupations, ça ne peut être qu'anti-syndical. Les syndicats sont la police du capital dans les usines. Preuve parfaite de ce que vous venez de décrire, la candidature future d'Édouard Martin de la CFDT et de Florange pour le PS aux européennes. Et alors j'en profite, j'ai vu à plusieurs reprises que des gens parlaient de la trahison. Non. C'est consubstantiel. En fait. Les syndicats ne trahissent pas. Ils remplissent leur mission. Quand vous dites de quelqu'un qui l'a trahi, vous dites par là même que ce quelqu'un n'aurait pas assumé sa fonction ou l'aurait donc trahi en ce sens qu'il ne l'aurait pas assumé. Non, les syndicats assument parfaitement leur mission. Chaque fois qu'un mouvement radical a lieu, ils ont pour objectif de l'isoler. Quand une grève radicale commence à perler, que font les syndicats? Ils l'entourent. Ils font croire que là où le travail n'a pas repris, il a repris. Là où les ouvriers veulent aller rencontrer les ouvriers d'une autre usine, ils disent non. Il y a une formule fantastique de Léon Blum dans les années 30. Il disait, parlant justement des grèves ouvrières et des syndicats, il parlait des occupations de 36 et il disait les ouvriers occupaient les usines, mais surtout les usines occupaient les ouvriers. C'est-à-dire qu'on avait enfermé les ouvriers dans les usines, il fallait se battre dans l'usine. Non, la lutte radicale fait péter l'usine, elle fait péter les secteurs géographiques, elle fait péter les secteurs professionnels. C'est la dialectique d'universalisation des prolétaires qui ne veulent plus être prolétaires, qui ne se battent plus pour améliorer la misère salariale, mais qui se battent pour l'abolition du salariat et de l'État.